Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Alors je vais vous parler de quoi? Du lamaïsme. Et le lamaïsme, c'est où? C'est au Tibet. Il a pris naissance au Tibet, pas ailleurs. Dans le haut plateau du Tibet. Car le Tibet sont de hauts plateaux. Le Tibet est formé de hauts plateaux qui sont encastrés dans de très très hautes montagnes rocheuses, à plus de 6000, 7000, 8000 mètres, dans l'Himalaya. Voilà. Donc là, alors qu'est-ce qui se passe? On s'est aperçu que l'ascèse et les voies contemplatives sont des voies de l'action. Sont des voies dénuées d'action, pardon, excusez-moi. Alors que le tantrisme, parce que le lamaïsme, c'est quoi? C'est un syncrétisme entre le tantrisme hindou, le saktisme et le bouddhisme. Bouddhisme et tantrisme hindou vont donner naissance au lamaïsme. Donc, l'ascèse et les voies contemplatives sont dénuées de voies d'action, alors que le tantrisme est une voie d'action. Le tantrisme a incorporé le yoga et le fameux principe bouddhiste de la vacuité, dont je vous ai parlé, le vide. Alors donc, il faut dire que au Tibet, avant que n'apparaisse le lamaïsme et le bouddhisme tibétain, il y avait une religion. On ne sait pas très bien quand est-ce qu'elle est venue, mais elle est venue d'Iran, grâce à un maître qui s'appelle le maître Kshen Raps Mibo. Elle est venue d'Iran, du Tazik, c'est-à-dire de l'extrémité nord-est de l'Iran. Pardon, pas du Liban, de l'Iran. Donc, la religion bonne est une religion qui est faite de pratiques magiques, dans l'exorcisme, dans la divination, pour la guérison, etc. Il y a partout des pratiques magiques sans métaphysique. Il n'y a pas de métaphysique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de philosophie derrière. C'est cash, c'est brut de coffrage. Alors il faut dire que vers 640, le roi Songtsen Gyalpo, Songtsen, un autre nom à côté, Gyalpo, Jyampo, a envoyé au Cachemire un émissaire afin d'y inventer un nouvel alphabet, parce que le tibétain ne pouvait pas rester comme il était jusqu'à l'époque une langue parlée, il devait devenir une langue écrite. Donc il lui fallait un alphabet. Et c'est cet émissaire-là qui est revenu ensuite avec un alphabet qui a permis à la langue tibétaine de s'asseoir, véritablement, de prendre ses aises. Et elle prend ses aises donc après 640. Sous le règne de Dzong Detsen. Alors Dzong, Thsong-Detsen, Detsen, 758-797. Alors, il fait venir au Tibet de très grands maîtres indiens. Mais bien sûr, c'est pour quoi faire? Pour enseigner le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est pas la religion bonne. Donc, il y a des divergences entre eux. Dans le bouddhisme, il y a une métaphysique extraordinaire, alors que dans la religion bonne, il y a pratiquement rien. Donc, il y a des heurts énormes qui éclatent entre les partisans de la religion bonne et les partisans du bouddhisme. Alors, il semblerait que les thèses bouddhistes prévalent à un moment donné sur les thèses de la religion bonne. Mais le concile de Lhasa les condamne. Il condamne les thèses bouddhistes. Il les condamne. Donc il va falloir attendre un certain maître, un grand gourou, le Rinpoche gourou, le gourou Rinpoche, Padmasambhava, Padmasambhava,
Padmasambhava, 717-762. Le précieux gourou, afin qu'il assoie véritablement les thèses bouddhistes. Mais à sa mort, que va-t-il arriver? À sa mort, ce qu'il a dit avait une grande puissance durant son vivant, mais après sa mort, bon, voilà, les documents vérayaniques risquent d'être déchirés et anéantis. Tout comme les musulmans l'ont fait au Xe siècle, lorsqu'ils sont arrivés en Inde, les musulmans ont détruit tous les grands textes sacrés bouddhiques et hindouistiques. Voilà. Donc, qu'est-ce que va faire le fameux Padmasambhava? Il va cacher les textes du Vajrayana, il va les cacher au Bengale. Et ces textes-là ne seront véritablement exhumés qu'après 1357. Mais je vous en parlerai tout à l'heure, un peu plus tard. Alors, parlons un petit peu de la généalogie, s'il peut y en avoir une, parce qu'elle est très difficile à détecter. La généalogie de Padmasambhava. Alors, on parle d'un premier Bouddha, le Bouddha primordial, dans le lamaïsme, qui est Samantabhadra. Samantabhadra, un Bouddha primordial. Puis ensuite le Vajrasattva, c'est un Bouddha. Puis ensuite le Goreb Dorje. Goreb Dorje, c'est le premier maître humain. Et ensuite vient le Manjus Rimatra. Manjus, M-A-N-J-U-S-R-I-M-I-T-R-A. Puis ensuite le Sri Sangha. Vient ensuite le Jnana Sutra. Et enfin, Padmasambhava. Padmasambhava 717-762. On a quand même retenu date de naissance, date de mort. Je ne sais pas comment ils ont fait. Vient après le Padmasambhava, le Vimala Mitra. Vimala Mitra, V-I-M-A-L-A-M-I-T-R-A. Vimala Mitra. Et vient beaucoup plus tard, quelques siècles plus tard, au XIVe siècle, le Longchenpa. Longchenpa, c'est un maître du Nyangmapa, c'est-à-dire des bonnets rouges, dont je vais vous parler là maintenant. Les bonnets rouges ont été Nyangmapa, N-Y-I-N-G-M-A-PA. Les bonnets rouges ont été créés rétrospectivement, pas directement par Padmasambhava, mais rétrospectivement par Padmasambhava. Donc voilà. Donc il fut un très grand maître. D'ailleurs, cette très grande maîtrise de Padmasambhava a été vue lors de la construction du monastère de Samye, où les partisans de la religion bonne ont essayé de lui faire de la magie. Mais lui a usé de pratiques magiques et il les a subjugués. C'est-à-dire qu'il est sorti vainqueur. Il est sorti véritablement vainqueur. Alors il faut dire aussi que les textes de Padmasambhava, de Vajrayana, les fameux textes de Padmasambhava ont été traduits en tibétain, entre le 8e et le 13e siècle. Ce sont non pas les textes véritables, mais ceux qui ont été retranscrits. Voilà. En 840, donc après la mort de Padmasambhava, 840, à peu près 70 ans après, la monarchie tibétaine s'effondre sous les coups des partisans de la religion bonne. En 1042, les nobles eux-mêmes, excédés par les comportements affreux des partisans de la religion bonne, ils font venir au Tibet un très grand maître hindou. Comment s'appelle-t-il? Atisha. A-T-I-S-H-A. Atisha, qui fonde l'école de Kadampa. K-A-D-A-M-P-A. Un de ses disciples, Magra,
fonde une autre école du Kaliupa, K-A-L-Y-U-P-A. En 1112 est fondée l'école du Sakyupa, S-A-K-Y-U-P-A. Alors, en 1357 a lieu une réforme qui est orchestrée par Tsongkhapa, T-H-S-O-N-G-K-K-H-A-P-A. Tsongkhapa, et cette réforme va créer ce qu'on appelle les Gelugpa, G-U-L-U-G-Pa, c'est-à-dire les bonnets jaunes. Alors les bonnets jaunes vont être, à partir du XIVe siècle, ils vont être dirigés par deux maîtres, l'un politique, l'autre religieux, spirituel. L'un c'est le Dalai Lama et l'autre le Panchen Lama. Alors en 1959, lors de l'incursion des Chinois au Tibet, ils ont annexé le Tibet là comme si c'était leur pays, alors que c'était pas du tout leur pays. Ils ont annexé le Tibet. Dalai Lama a fui en Inde et le Panchen Lama est resté au Tibet, pensant gouverner avec les autorités chinoises. Mal lui en a pris car en 1967 il a été envoyé dans un camp de travail et il en est mort en 1989. Voilà, donc il est important de savoir qu'après 1357, après la réforme de Tsongkhapa, les textes de Padmasambhava ont été exhumés du Bengale et qu'ils ont été fortement étudiés au Tibet et qu'ils le sont toujours d'ailleurs. Voilà, j'ai terminé avec ce lamaïsme-là, j'espère que ça vous a plu et à très 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 bientôt et passez de bonnes vacances. Merci.